Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va corriger l'activité 2, donc circuit en série en dérivation et schématisation du thème 3, la sécurité électrique. Donc la semaine dernière, nous avons vu ensemble ce qu'était l'électricité, les connaissances de base sur les circuits électriques. Aujourd'hui, on va voir la différence entre un circuit qu'on appelle en série et l'autre qu'on appelle en dérivation et comment schématiser ces différents circuits électriques. Alors, au niveau des QCM, donc des petites interro-flash que vous avez au début de chaque activité, la première question, c'était la trajectoire d'un skieur qui descend une piste de ski est circulaire, curviligne, rectiligne ou je ne sais pas. A priori, lorsqu'on descend une piste de ski, on ne descend pas en ligne droite, à moins des toutes petites pistes. On ne fait pas des cercles parfaits, donc on a des trajectoires qui sont quelconques, qui sont arrondies, donc on dit que c'est curviligne. Le mouvement de ce skieur, donc attention, j'ai marqué en gras, choisissez les propositions. Je vous rappelle encore une fois que lorsqu'on vous demande de détailler un mouvement, on attend deux informations, on attend la trajectoire et on attend l'évolution de la vitesse. Donc la trajectoire, est-ce qu'il a une trajectoire circulaire, curviligne ou rectiligne? Donc il a une trajectoire qui est curviligne. Si on regarde son casque, il forme une courbe quelconque. Et l'évolution de sa vitesse, est-ce qu'il accélère, est-ce qu'il ralentit ou est-ce qu'il a un mouvement uniforme? On voit qu'il va ralentir puisqu'il arrive avec une certaine vitesse et on voit qu'au fur et à mesure que la distance entre deux photos diminue, donc le mouvement est ralenti. Comment s'appelle le point de vue qui permet d'étudier un mouvement? Encore une fois, c'est pour ne pas oublier le mot de vocabulaire important. Il y en a à chaque fois qu'un seul précis en physique-chimie. Ici, c'est donc le référentiel. Parmi les propositions suivantes, une seule correspond à la formule littérale de l'énergie cinétique avec les bonnes unités. Sélectionnez la bonne réponse. Là, c'est pour vous montrer qu'en physique, les formules sont précises. Il faut arriver à les connaître sans oublier les carrés, par exemple, comme c'est le cas ici. Et les unités sont aussi très importantes. Une formule s'applique toujours avec des unités précises. En l'occurrence, ici, il faut que l'énergie soit en joules, c'est le cas pour les 4, que la masse soit en kilos, c'est le cas pour la 1, la 3, la 4, et que la vitesse soit en mètres par seconde, donc c'est aussi le cas ici. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour distinguer? On regarde, on a l'énergie cinétique, c'est n² fois m fois v au carré. Notre formule, c'est celle-ci, c'est EC égale n² fois m fois v au carré. Avec l'énergie cinétique en joules, la masse en kilos et la vitesse en mètres par seconde. Conversion. Un automobiliste conduit pendant 1 h et 18 minutes à la vitesse moyenne de 68 km/h. Calculez sa distance en kilomètres. Donc, si nous avons la formule V égale D sur T, la distance on l'obtient en multipliant la vitesse par le temps. La vitesse est en kilomètres par heure, on souhaite des kilomètres. Il faut donc convertir le temps en heures. Donc on a dit que D est égal à V fois T, donc on va faire la distance est égale à V, 68, fois T. Et c'est là où il faut convertir. 1 h et 18 minutes, ça fait combien d'heures? En fait, il faut faire 18 minutes divisé par 60 pour l'avoir en heures et ajouter 1. Et donc lorsque vous faites ça et que vous faites le calcul, vous obtenez, en arrondissant au dixième comme je vous le demandais, 88,4 km. Une joggeuse aimerait savoir combien de temps elle doit prévoir pour sa course si elle court à la vitesse moyenne de 11,5 km/h sur son parcours habituel mesurant 7,8 km. Calculez son temps en minutes. Donc ici, vous avez la vitesse en km/h, vous avez la distance en kilomètres, on veut son temps en minutes. Première chose que vous allez faire, c'est calculer le temps qu'elle va mettre pour faire cette distance à cette vitesse-là. Vous allez l'obtenir en heures, puisque la vitesse est en kilomètres par heure et la distance en kilomètres. Et ensuite, on convertit. Donc, la première chose, c'est se rappeler de la formule. Donc, calculer le temps. Si V est égal à D sur T, donc T est égal à D sur V. Donc, pour obtenir le temps, vous devez faire la distance 7,8 divisé par la vitesse 11,5. Vous allez obtenir un temps en heures, vous multiplierez par 60 pour obtenir les minutes. Et ça fait environ, toujours arrondi au dixième, 40,7 minutes.
Conversion de vitesse. Un hérisson avance à la vitesse moyenne de 3 mètres par seconde. Quelle est la valeur de sa vitesse en km par heure? C'est une conversion avec une astuce simple que vous devez vous souvenir. Pour passer des kilomètres par heure ou des mètres par seconde, il y a le nombre 3,6. Il faut multiplier ou diviser, c'est ce sens-là qu'il faut se souvenir. Donc vous doutez bien que on fait beaucoup plus de kilomètres en une heure qu'on fait de mètres en une seconde. Donc il faut que le chiffre de la vitesse en km/h soit plus grand. Donc on va multiplier par 3,6. Donc 3 fois 3,6 obtient 10,8. Passons maintenant à la nouvelle activité. Et on recommence par des rappels. Donc là, vous avez le circuit en série et en dérivation. C'est une vidéo toute prête que j'ai trouvée sur YouTube qui vous permet de comparer les deux. Vous la regardez et ensuite on vérifie que vous avez compris en répondant à des séries de petites questions faciles. Est-ce que ça c'est un circuit en série ou en dérivation? C'est en série puisqu'il y a une seule boucle. Tous les dipôles, toutes les lampes sont les unes à la suite des autres comme dans un collier de perles. Donc c'est ce qu'on appelle un circuit en série. Ici, c'est une autre façon de le représenter. Il faut toujours vérifier qu'il n'y a qu'une seule boucle, un seul chemin possible pour le courant. S'il n'y en a qu'un seul, c'est un circuit en série. Là, combien est-ce qu'il y a de chemins possibles? Il y en a deux, le chemin qui passe par l'ampoule rouge, le chemin qui passe par l'ampoule bleue. C'est donc en dérivation. Ici, trois chemins. Un par l'ampoule L1, un autre par L2, L3 et un troisième par L4, L5 et L6. Observez le circuit suivant et dites s'il s'agit d'un circuit série dérivation ni l'un ni l'autre. Même principe, une boucle par la première ampoule, une seconde boucle par la deuxième ampoule. On est toujours en dérivation. Toujours. Donc vous avez remarqué que les circuits électriques sont toujours schématisés par des rectangles. Tout le monde fait la même chose. Vous voyez toujours des rectangles avec à l'intérieur des espèces de symboles qui représentent les différents éléments qui sont dans le circuit. Donc, comme pour tout schéma en physique-chimie, il existe des règles pour que tout le monde dessine de la même façon. Et ces règles, la vidéo suivante, elle vous les explique. Donc, il fallait regarder la vidéo. Et ensuite, il fallait associer l'étiquette au symbole qui correspondait. Donc là, tout à gauche, quand on a un rond avec une croix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le circuit, on a mis une ampoule ou une lampe. Là, quand il n'y a rien, un trait horizontal ou vertical, sans aucun dessin, sans aucun point, sans rien à l'intérieur, c'est un fil. Ici, nous avons un interrupteur qui est fermé, un interrupteur qui est ouvert. Ensuite, ici, c'est le symbole que vous devez apprendre, c'est celui de la pile. Vous remarquez qu'ici, il y a un plus et un moins. Il y a aussi ici un plus et un moins. Les plus et les moins sont réservés pour les dipôles qu'on dit générateurs, c'est-à-dire pour ceux qui fournissent le courant dans le circuit. Celui qui a un grand trait et un petit trait, c'est la pile. Celui qui a un rond avec un G, c'est le G de générateur. Ici, nous avons un rond avec un M, donc c'est le moteur. Et vous remarquez qu'il n'y a pas de plus et de moins parce que ce n'est pas un dipôle qui fournit de l'électricité, mais c'est un dipôle qui reçoit. Enfin, il nous reste le circuit électrique une fois qu'il est rempli et la résistance ici. Donc maintenant que vous savez reconnaître et identifier si un circuit est monté en série, on va vérifier si vous avez retenu les grandeurs électriques la semaine dernière. Alors, quel est le symbole de l'appareil qui permet de mesurer une intensité du courant électrique? Vous avez 3 dessins. Allez savoir pourquoi celui-là ne s'affiche pas aujourd'hui. Donc, pour mesurer l'intensité du courant électrique, on a dit que c'était un ampère-mètre qui va mesurer une intensité en ampères. Et donc, le symbole, ça va être un rond avec un A. Vous voyez qu'ici, il n'apparaît pas, donc c'est celui-ci. Lorsqu'on désire mesurer l'intensité d'un courant électrique, est-ce qu'il faut placer l'ampère-mètre en série ou en dérivation? Il faut le placer en série puisque l'intensité, ça représente le nombre, la quantité de courant qui circule dans les fils. Donc il faut que l'ampère-mètre soit placé en série pour être traversé par ce courant et pouvoir mesurer l'intensité. Sur le multimètre, en plus de la borne COM ici, qui est commune à toutes les mesures, il y a également 3 autres bornes à chaque fois. Une qui s'appelle V, une qui s'appelle MA et l'autre qui s'appelle A, 10A.
Donc ça, c'est la borne qui va nous permettre de mesurer des volts, ici des milliampères ou des ampères. Donc les deux de droite permettent de mesurer des intensités en ampères. Ça va juste dépendre de la valeur de l'intensité qu'on va mesurer. Si elle est petite, on mesure des milliampères, comme des millilitres. Et si elle est grande, on va mesurer des ampères, comme si on mesurait des litres. On revient à la question, en plus de la borne COM, sur quelle borne devez-vous vous brancher pour mesurer l'intensité d'un courant? L'intensité, c'est donc des ampères, donc c'est l'une ou l'autre, choisissez celle que vous voulez, en plus de celle-ci qui est toujours branchée. Donc nous avons vu que le courant a un sens de circulation, ça veut dire qu'il y a aussi un sens à mettre pour le multimètre. En fait, il faut que le courant entre par celui qui est marqué en ampères, d'accord, et qu'il ressorte par la connexion qui est marquée comme. Et si jamais ça avait été un voltmètre, ça devait entrer par la borne qui est marquée volt et sortir par com. L'ampèremètre doit toujours rentrer par une des trois bornes comme ça et sortir par le com. Donc, est-ce que vous maîtrisez cette grandeur intensité? Est-ce que là, vous avez tout juste? Est-ce que vous avez tout compris? Si ce n'est pas le cas, vous avez une vidéo ici qui réexplique, qui remontre ce qu'est l'intensité, comment est-ce qu'on le met dans le circuit. Si c'est tout bon pour vous, vous passez rapidement. Quel est le symbole qui permet de mesurer la tension? Donc c'était les mêmes dessins que tout à l'heure. Cette fois-ci, la tension, c'est en volts, avec un multimètre qu'on appelle alors voltmètre. Et donc le symbole, c'est le rond avec le V. Comment est-ce qu'on le place? On le place en dérivation. La tension électrique, c'est la différence d'électricité entre un côté, entre l'entrée d'un dipôle et la sortie. Donc pour le mesurer, on se branche directement sur le dipôle, directement d'un côté et de l'autre, et on mesure notre tension. Il est donc en dérivation. Même question que tout à l'heure, donc on a déjà répondu en partie. On va donc se placer sur les volts pour pouvoir mesurer la tension. Et donc là, pareil, on se pose la même question. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on a compris? Si on n'a pas compris, on regarde juste après la vidéo qui rappelle. Si on a compris, on passe à la suite. Donc, étude de circuit. Vous allez étudier dans les pages qui vont suivre 4 circuits électriques réalisés avec les mêmes dipôles. Vous allez voir 4 circuits qui auront tous le même générateur et tous des ampoules qui sont identiques les unes aux autres. Circuit numéro 1. Parmi les 4 schémas proposés, choisissez celui qui correspond au montage. Donc là, c'est vérifier que vous savez faire correspondre un schéma à une image réelle d'un circuit. Donc vous avez le générateur, vous avez le fil ici qui passe par la lampe 1, qui va à la lampe 2, qui va à la lampe 3, qui revient au générateur. On a une boucle, c'est un circuit en série. Le seul qui correspond, c'est celui-là. Circuit numéro 2. Même principe, on regarde le générateur. On sort ici avec un fil rouge, on rentre dans l'ampoule numéro 1 et le fil rouge retourne au générateur. Mais il y a également un départ ici sur l'ampoule numéro 1 en bleu qui va à l'ampoule 2, qui repart en bleu à l'ampoule 1. Et nous avons en jaune un départ de l'ampoule 2 qui va à l'ampoule 3, qui retourne à l'ampoule 2. C'est le schéma, c'est le circuit en dérivation qui correspond du coup à celui-là. On voit bien que les connexions sont respectées. Circuit numéro 3. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le fil rouge qui va à une ampoule, qui est relié par un petit fil jaune à une deuxième ampoule, et qui revient au générateur. Donc il y a une boucle qui contient 2 ampoules, et la troisième, elle est branchée d'un côté et de l'autre de cette boucle-là. Donc elle est branchée d'un côté et de l'autre des 2 ampoules. Donc c'est ce dessin-là. Et le dernier, on a donc toujours une boucle en jaune ici qui contient 2 ampoules dans une seule boucle. Et la troisième ampoule, cette fois-ci en bleu, elle est branchée sur une ampoule en dérivation, mais une seule, celle qui est à droite. Vous voyez que la deuxième connexion, elle se fait ici sur l'ampoule, elle ne se fait pas en sortie de la deuxième. Donc ça ne peut pas être le schéma de gauche, ça ne peut pas être le schéma de droite, celui-là non plus, c'est que ça peut être que celui-là. Si on vérifie, on voit bien qu'on a dans une boucle, la boucle qui est reliée au générateur, on voit bien qu'on a 2 ampoules et que la troisième, elle est bien branchée sur une seule des 2. On réalise le circuit suivant. Donc,
par rapport à ce qu'on vient d'apprendre au tout début dans la vidéo sur la propriété d'un circuit en série, on apprend en fait que quel que soit l'endroit où on se place dans le circuit, on va toujours avoir la même intensité si c'est un circuit en série comme ça. Il y a un seul chemin pour parcourir pour que le courant circule, donc n'importe où on se place dans ce chemin, on va lire la même quantité d'électricité. Donc si l'ampèremètre numéro 1 il indique 0,25, le 2 il va aussi indiquer 0,25. Dans chacun des 4 circuits, l'ampoule L1 est dévissée. Il faut compléter le tableau ci-dessous en précisant l'état des autres ampoules. E pour éteinte, A pour allumée. Là, vous devez faire appel à votre logique et vraiment essayer de comprendre ce que représente le courant électrique. Je vais essayer de vous expliquer en même temps qu'on corrige. Circuit numéro 1. Si on dévisse l'ampoule L1. Une fois que l'ampoule elle est dévissée, vous savez très bien qu'elle va s'éteindre. Et elle s'éteint parce que c'est comme si on ouvrait le circuit. Donc si on regarde, le courant électrique ne peut plus passer par l'ampoule L1 puisqu'elle est ouverte, elle ne fait plus le pont entre les deux côtés. Donc ça veut dire que le courant électrique, s'il part du plus, il peut traverser L3, il peut traverser L1, L2, mais lorsqu'il arrive à L1, il ne peut pas rejoindre le pôle moins. S'il ne peut pas rejoindre, ça veut dire qu'aucune des 3 ampoules ne va être allumée parce que dans aucune des 3 ampoules, il y aura une circulation du courant. Donc elles sont toutes éteintes. Ça, c'est la propriété d'un circuit en série. Si le circuit est ouvert quelque part, il n'y a plus de courant nulle part. Circuit numéro 2. L'ampoule L1 elle est éteinte, comme tout à l'heure. Là, on regarde. Ça veut dire que si on regarde le courant qui part du plus, qui fait la première boucle, qui arrive à L1, il est arrêté ici. Il ne peut pas rejoindre le moins. Donc ce chemin-là, il est ouvert. Mais c'est un circuit en dérivation. Donc si on repart du plus, cette fois-ci on prend l'autre chemin, celui qui passe par L2. Est-ce qu'on peut rejoindre le moins du générateur en restant dans le circuit fermé? Sans passer par L1, on peut. Donc il existe un chemin, celui que je suis en train de vous montrer là, il existe un chemin qui est fermé dans lequel le courant peut circuler. Donc le courant peut alimenter l'ampoule L2 qui va être allumée. Et c'est exactement la même chose pour L3 puisque c'est un troisième chemin fermé qui ne passe pas par L1. Circuit numéro 3. Si on regarde l'ampoule L1, l'ampoule L2, l'ampoule L3, si L1 elle est ouverte, elle est éteinte forcément. Maintenant, quelles sont les conséquences sur L2 et L3? C'est toujours une question de chemin du courant électrique. Ici, c'est comme si c'était ouvert. Ça veut dire que tout ce qui est sur cette boucle-là, sur ce chemin-là qui est ouvert, que ce soit une ampoule, un moteur, n'importe quoi, tout ça ne va pas recevoir de courant puisque c'est ouvert et que le courant ne va pas pouvoir finir sa boucle. C'est ce qu'on avait dit ici dans le circuit en série. Donc si L2, pour être alimenté en électricité, il est obligé de passer par L1 et que L1 est ouvert, le courant n'arrivera pas, l'ampoule L2 sera éteinte. Mais L3 est indépendant. Il existe un chemin qui va du plus au moins en restant fermé sans passer par L1, donc L3 est allumé. Et le circuit numéro 4, regardez la position de L1. Il est placé ici, ça veut dire que le chemin du courant électrique pour L2, du plus vers le moins, il passe par L1, c'est ouvert, donc L2 va être éteinte. Et L3, le chemin du plus par L3 vers le moins, il passe par L1, elle va être éteinte aussi. Donc vous devez vraiment raisonner comme ça, vous dire si je pars du plus, mon courant il sort d'ici. Je vais faire le chemin qui passe par l'élément, le dipôle qui m'intéresse. L'ampoule 1, 2, 3, 4, le moteur, ce qu'on veut. Je pars du plus, je fais mon chemin qui passe par le dipôle qui m'intéresse et je vérifie si je peux arriver jusqu'au moins en restant dans un circuit fermé. Ça veut dire pas d'interrupteur ouvert, les fils qui sont connectés et pas d'ampoule qui est dévissée ou qui ne fonctionne pas. Si c'est le cas, si je peux aller du plus vers le moins en étant fermé, alors mon dipôle va fonctionner, va être allumé. Si je ne peux pas, il sera éteint. Donc l'activité est terminée.
Vous reprenez comme la dernière fois ce qu'il faut retenir. Il y a beaucoup de choses beaucoup de schémas, beaucoup de choses à noter. Donc comme la dernière fois, je ne vous demande pas de noter dans votre cahier, je vous donne directement le cours en PDF. Il va être mis en ligne lundi matin, en même temps que cette vidéo. Il sera surprenanté sur le Padlet. Ça va ressembler à ça. Donc l'activité de ce qu'il faut retenir, vous avez le circuit en série, sa définition, un exemple et les différentes propriétés de ce circuit. Et là, vous avez le circuit en dérivation avec, de la même façon, sa définition, son vocabulaire et ses propriétés. Et un tableau qui regroupe tous les symboles qu'il vous faut retenir pour arriver à faire des schémas et des méthodes. Une méthode pour faire un circuit électrique en série, un circuit le plus simple, et une méthode pour arriver à faire un circuit électrique en dérivation. Cette activité est terminée. Prenez bien soin de vous.